Merci beaucoup, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre présence et de prendre du temps pour parler éducation, pédagogie, politique scolaire ce soir ensemble. C'est réconfortant de voir que dans cette EMJC, cette université populaire rassemble autant de gens pour réfléchir autour de ces questions. Alors, je vais essayer de traiter le sujet qui m'a été proposé, qui est extrêmement large. Et d'ailleurs, l'exposé liminaire que vous venez d'entendre témoigne de l'étendue des questions à traiter. Puisque le sujet est crise de l'éducation, quelle solution? Alors, vous imaginez bien qu'un tel sujet, si on voulait le traiter complètement, il faudrait faire plusieurs saisons complètes d'université populaire, avec pour chaque saison plusieurs dizaines de conférences, de manière à examiner point par point les différentes facettes de ce qu'on appelle la crise de l'éducation. Je ne vais pas, évidemment, prétendre à l'exhaustivité ce soir devant vous, simplement vous livrer quelques réflexions, point de départ au témoignage des deux personnes qui ont accepté de réagir à mon exposé et de donner leur point de vue, point de départ aussi du débat que nous allons avoir ensemble. Alors en introduction, je voudrais rappeler que malgré l'usage habituel, y compris celui que vous avez un peu fait dans votre introduction, l'éducation ne se limite pas à l'école. Et ce n'est pas parce que le ministère de l'Éducation nationale est en réalité le ministère de l'institution scolaire qu'il n'y a pas d'éducation en dehors de cette institution scolaire. Les acteurs éducatifs sont nombreux, ils sont multiples. C'est d'abord évidemment les parents, c'est ensuite tout le tissu associatif et culturel, c'est également les médias, c'est la ville dans son ensemble. La largeur d'un trottoir, ça peut être plus ou moins éducatif. La présence d'un espace de jeu ou son absence, ça apporte une certaine signification en matière d'éducation. Et globalement, c'est l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler, par homologie avec le mot d'écosystème, l'édu-système dans lequel vit l'enfant, qui contribue à son éducation. Un enfant se développe avec ses parents, se développe avec ses frères et sœurs dans la fratrie, se développe avec la famille élargie, se développe avec des voisins, se développe avec tout un environnement en regardant une multitude d'écrans et de plus en plus, il y passe d'ailleurs plus de temps devant ces écrans que devant ses enseignants sur une année. Il se développe également par ses expériences multiples, celles qu'il peut avoir dans le club de sport, comme celles qu'il peut avoir en jardinant avec son grand-père. Il apprend beaucoup de choses dans tout cela, et son éducation ne peut en aucun cas se limiter à ce qu'il reçoit à l'institution scolaire. Ce qui ne veut pas dire que l'institution scolaire est seconde, même secondaire, ce qui veut dire qu'elle s'inscrit dans un ensemble plus vaste. Alors nous allons commencer, et je vais vous proposer de commencer par interroger effectivement l'institution scolaire, mais assez vite, dans une deuxième partie, je passerai de la crise de l'école à plus globalement la crise de l'éducation en général, avant d'identifier quelques principes qui pourraient nous permettre de ressaisir un projet éducatif pour aujourd'hui, et puis dans un quatrième temps d'identifier quelques leviers un peu techniques, un peu concrets, qui nous permettraient d'agir et d'avancer de concert pour mieux éduquer nos enfants. Première série de remarques, crise de l'école. Alors crise de l'école, il faudrait longtemps pour la décrire en détail. Rappelons simplement, et vous en avez tous été témoins, vous l'avez entendu à la radio, à la télévision, lu dans les journaux, que les enquêtes internationales, malgré les réserves méthodologiques qu'on peut émettre à leur sujet, comme l'enquête PISA par exemple, mais il y en a comme Peirce, il y en a d'autres encore, montrent que l'école française est effectivement en crise et que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit, non pas que l'école française ne produise pas, si l'on peut employer ce verbe qui pour des élèves est quand même, à mon avis, mal à propos, mais ne permettent pas à de bons élèves d'émerger. Il y a d'excellents élèves dans l'école française, dans d'excellentes écoles, des élèves même que les pays étrangers nous envient, que des pays comme les États-Unis viennent chercher pour les scolariser ensuite dans leurs universités. Il y a de très bons élèves en France. Mais il y a aussi des élèves très en difficulté, et il y a surtout un creusement considérable des écarts entre les élèves qui caracolent en tête et ceux qui traînent du pied au fond de la classe. Cet écart est énorme, puisque si on prend les derniers tests PISA, il équivaut à peu près à 4 années de scolarité.
4 années de scolarité, les tests PISA mesurent sur un certain nombre d'items, que je ne vais pas détailler, ça n'est pas le lieu, le niveau des élèves de 15 ans. 15 ans, donc à peu près, pas tout à fait, la fin de la scolarité obligatoire. Et ce qu'on observe, c'est que globalement, entre les meilleurs élèves de 15 ans et les plus en difficulté de ces élèves de 15 ans, il y a 4 classes d'écart, c'est-à-dire le collège. C'est-à-dire que quand les élèves de 15 ans les plus en difficulté ont un niveau de CM2, les élèves de 15 ans les plus en avance sont quasiment en seconde. Voilà. C'est considérable, c'est considérable. Ça n'est pas complètement vrai pour toutes les disciplines et de manière homogène. C'est plus vrai pour la maîtrise de la langue et d'un certain nombre d'exercices qu'on appelle de littératie que pour celle des mathématiques. C'est plus vrai pour les garçons que pour les filles. Les filles sont globalement bien meilleures. Elles rattrapent d'ailleurs les garçons presque partout. Elles les dépassent dans la quasi-totalité des disciplines. Et si les statistiques de l'OCDE, de PISA, ne sont pas si catastrophiques que ça, c'est exclusivement à cause des filles qui sauvent en quelque sorte l'honneur. On peut dire qu'aujourd'hui, de la maternelle à l'université, aux grandes écoles, les filles sont à peu près toujours en tête. Toujours en tête, et leur avance est d'autant plus grande que le milieu d'origine n'est plus défavorisé. Mais même quand le milieu d'origine n'est pas défavorisé, les filles restent en tête. Elles restent en tête. Elles ont de meilleurs résultats. Tant et si bien que, pour dire les choses d'une manière sans doute un peu caricaturale, aujourd'hui une fille cancre est devenue à peu près aussi rare qu'un garçon brillant, c'est-à-dire quelque chose d'assez inexistant. Ce qui ne veut pas dire pour autant d'ailleurs que les filles vont avoir des responsabilités sociales et des salaires correspondant à leur niveau de réussite scolaire. Puisqu'en France nous avons un certain nombre de principes et en particulier nous vivons avec un cliché, un stéréotype très prégnant et malheureusement pas seulement prégnant chez les enseignants hommes, mais que les enquêtes montrent prégnant aussi chez les enseignantes femmes, stéréotype selon lequel les filles obtiendraient de meilleurs résultats, non pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce qu'elles travaillent, et qu'elles compenseraient ainsi leur absence d'intelligence par un labeur plus besogneux. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand vous regardez les statistiques, quand vous êtes une fille et que vous avez 9,5 en fin de troisième, on dit elle a bien donné d'elle-même, elle a du mérite. Mais enfin, avec 9,5 en fin de troisième, on ne sait pas trop ce qu'on peut lui proposer. Peut-être que le lycée technologique, voire professionnel, ça serait pas mal, elle ferait dans le tertiaire. Bon, on dit plus dactylo, mais enfin, globalement, on le pense. Hein? Alors que le garçon, à 9,5, il n'a rien foutu. C'est un cancre, mais enfin quand même. Puisque c'est un garçon, il a des réserves. Hein? Et donc, on le passe en seconde, et en seconde générale, bien évidemment, on a donc ainsi un système qui est partout, toute une série de ce qu'on appelle les stéréotypes de genre, corrige à chaque instant l'avance des filles en les défavorisant en matière d'orientation. Hein. Ce qui fait que on a de facto le même pourcentage de professeurs d'université femmes que de professeurs d'école maternelle hommes. Ce qui ne serait absolument pas grave s'ils touchaient le même salaire. Hein. Évidemment. Il n'aurait aucun caractère de gravité, mais malheureusement, ils ne touchent pas le même salaire. Alors, tout ceci, pour vous amuser un peu et vous donner un peu d'appétence par rapport aux statistiques chiffrées, vous laissez aller voir PISA et les résultats de PISA sur Internet ce soir en rentrant chez vous. Mais tout ceci aussi pour vous dire que, comme cela a été évoqué dans l'exposé introductif, quand on regarde globalement ce système scolaire, on est assez loin de l'ambition de la démocratisation qui a été affichée en France depuis quasiment un siècle. Alors oui, comme l'a dit notre collègue qui a fait la présentation, nous avons très largement démocratisé l'accès à l'école. Mais nous n'avons pas démocratisé la réussite dans l'école. Et il y a là une différence assez fondamentale. Il y a une date absolument essentielle pour la démocratisation de l'accès à l'école, c'est 1959. C'est la date de la scolarité obligatoire à 16 ans.
Le ministre Berthoin, sur ordre du général de Gaulle, porte la scolarité obligatoire à 16 ans. Il faudra un certain temps, il faudra la réforme Fouché, la mise en place du collège, pour que cette scolarité obligatoire à 16 ans passe dans les faits. Des années 1960 aux années 1968, on va avoir ce que les sociologues, et en particulier un d'entre eux, Louis Cros, appelle l'explosion scolaire, c'est-à-dire on va voir arriver dans ce qu'on appelle le collège, un nombre colossal d'élèves. Cette explosion scolaire est tellement grande qu'on construit des collèges en veux-tu à voilà. Dans les années 61, 62, 63, 64, 65, on inaugure en France un collège par jour. Alors certains brûlent, comme Pailleron, pas tous, fort heureusement, mais dans ces collèges, on fait rentrer des élèves, on recrute des enseignants, on a tellement de difficultés à les recruter qu'on fait monter en collège les professeurs du premier degré, qui deviennent PEGC par exemple, qui d'ailleurs n'obtiennent pas de mauvais résultats avec leur bagage de professeurs d'école, comme on dit aujourd'hui. Et puis on recrute pour l'enseignement primaire des gens à Bac plus 1, Bac plus 2, parfois même Bac tout simplement, parce qu'il faut assurer et effectuer cette démocratisation que tout le monde appelle de ses voeux, du côté des instituteurs communistes comme des gaullistes qui sont au pouvoir. On veut élever globalement le niveau des Français parce qu'on estime que cette élévation du niveau est nécessaire à notre croissance et à notre développement économique. On réussit assez bien à démocratiser l'accès. Avant d'être l'année des événements que l'on sait, 1968, c'est la première année en France où tous les élèves de 16 ans sont scolarisés. Tous les élèves de 16 ans sont scolarisés, ils sont tous en situation de recevoir les savoirs scolaires, et pourtant, dès les années 68, et dès les quelques années qui ont suivi, les sociologues montrent que cette démocratisation de l'accès ne se traduit pas en démocratisation de la réussite. Elle a même des effets pervers, parce que quand les élèves étaient exclus et qu'ils ne pouvaient pas rentrer au collège, ils se vivaient comme des victimes d'une sélection injuste. Dès lors qu'on leur dit « venez, vous avez votre place », mais qu'ils échouent, ils se vivent, et leurs familles aussi, non plus comme des victimes, mais comme des coupables, et ils intériorisent cette culpabilité jusqu'à parfois la renverser en amertume et en agressivité. Alors oui, la démocratisation de l'accès n'a pas miraculeusement engendré la démocratisation de la réussite. Ce n'est pas qu'on n'ait pas essayé, on a essayé. Alors comment a-t-on essayé ? On a essayé, pour l'essentiel, en modifiant, on va dire, les modèles d'organisation de cette institution scolaire. Et en oscillant entre deux modèles, le modèle qu'on pourrait appeler centré sur la classe homogène, et le modèle centré sur la classe hétérogène. Globalement, et je vous la fais rapide. Il y a un ministre qui arrive et qui dit « il faut mettre tous ces enfants, quel que soit leur niveau, dans la même classe, s'ils ont le même âge, parce que l'école est un creuset social. Parce que ce creuset social nécessite que ces enfants apprennent à s'entraider, à coopérer. Parce que si on les trie trop vite en fonction de leur niveau, on va créer des phénomènes de relégation. On va créer des classes qui seront censées aider les élèves en difficulté, mais qu'on remplira de toute façon avec les plus mauvais de la classe, indépendamment parfois du diagnostic que l'on a porté sur leurs difficultés. Donc, faisons des classes hétérogènes qui seront ces creusets républicains dans lesquels chacun pourra réussir, tous étant en mesure de s'entraider. On essaye, 2 ans après, il y a un nouveau ministre qui arrive et qui dit « oui, c'est quand même embêtant ces classes hétérogènes, parce que dans les classes hétérogènes, vous comprenez, on sert un peu la même soupe à tout le monde, quoi. Or, il y a des élèves qui ont des besoins particuliers, il y en a qui apprennent mieux d'une manière plus concrète, en travaillant à partir d'un matériel ou d'un matériau expérimental, d'autres qui apprennent mieux en passant directement par l'abstraction. Et il vaudrait mieux faire des classes plus ciblées, où on donne à chacun ce dont il a vraiment besoin, y compris un peu plus de temps, s'il en a vraiment besoin. Et on fait des classes homogènes. Au bout de quelques mois, un ministre arrive et dit « oui, mais ces classes homogènes, ça va pas très bien, parce que quand même, ça crée des phénomènes de relégation. En mettant tous les élèves en difficulté ensemble, vous comprenez, vous créez des ghettos. Ces ghettos, finalement, condamnent un certain nombre d'élèves à l'échec. Et là où on voulait apporter un traitement spécifique, on produit en réalité des phénomènes d'enfermement
Donc ce serait mieux d'essayer les classes hétérogènes. Donc mettons les élèves tous ensemble, quel que soit leur niveau, ça devrait produire des résultats plus intéressants. Alors je vous laisse penser ce qu'il arrive. En général, un ministre nouveau qui dit « Oui, mais vous comprenez, ces classes hétérogènes, c'est pas très bon parce qu'on met ensemble des élèves qui n'ont pas les mêmes besoins. Donc si on faisait des classes pour correspondre aux besoins de chacun, ça serait quand même plus rationnel et ça donnerait un peu plus de chance à ceux qui ont des besoins spécifiques. » On peut continuer comme ça longtemps, n'est-ce pas ? Je fais partie de ceux qui ont vécu cette histoire. Nous avons créé, j'ai contribué à créer par exemple les 4e technologiques, en étant convaincu que les 4e et les 3e technologiques étaient à un moment donné une voie de réussite pour des élèves qui étaient en difficulté avec l'abstraction et qu'en passant par le projet technologique, ils allaient réussir mieux et parvenir à rentrer au lycée d'enseignement général comme les autres. Qu'est-ce que nous avons constaté ? Que ça ne marchait pas, que la pédagogie des 4e technologiques était très bonne, mais que ça créait effectivement des phénomènes de ghetto, et qu'au bout d'un certain temps, eh bien, de toute façon, on remplissait ces classes avec le dernier wagon de chaque classe. Vous savez, quand on a enlevé le dernier wagon, le principe c'est qu'il y a encore un autre wagon, qui est toujours le dernier wagon, et que finalement, on ne réussit pas à tirer ces gamins vers le haut. Et donc on a supprimé les classes technologiques en faisant passer à la trappe la pédagogie qu'on avait mise en œuvre d'ailleurs pour fabriquer ces classes technologiques qui étaient intéressantes et bonnes. Et à quoi arrive-t-on ? À reconstruire un modèle de l'hétérogénéité qu'on ne sait pas gérer et auquel on rajoute des prothèses homogènes et ainsi de suite. Alors, je vais vraiment très vite parce que nous n'avons pas le temps de rentrer dans le détail. Mais globalement, la question de la démocratisation a souvent été posée à partir de là, à partir du traitement organisationnel, mais avec un implicite qui n'a pas manqué de vous frapper dans ce que j'ai dit. Cet implicite, c'est la classe. Cet implicite, c'est la classe. C'est l'idée qu'il faut des classes et qu'une école est faite de classes. Alors ça peut vous paraître curieux que j'interroge cet implicite, mais on pourrait l'interroger, cet implicite. Parce que, après tout, pourquoi une école est-elle construite en forme de classe ? Est-ce quelque chose qui est écrit sur des tablettes, qui aurait été dicté par un dieu de l'institution scolaire ? Non, c'est pas le cas. Il y a des sociétés qui ont éduqué leurs enfants sans classe. Et la classe n'est qu'une forme de regroupement relativement récente de l'organisation scolaire. Notre collègue a évoqué une date tout à fait déterminante, évidemment 1882-1883, les grandes lois scolaires de Jules Ferry. On peut se demander si c'est vraiment la date déterminante et si la date déterminante n'est pas un tout petit peu plus en amont. C'est pas 1830, 1831, 1832, c'est-à-dire le ministère Guizot, qui n'était pas républicain, et qui a tranché une querelle qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, mais qu'il est intéressant dans une université populaire de rappeler, qui est la querelle des modèles ou querelle des méthodes. Dans les années 1830, il existe en France deux grandes manières d'organiser l'école. Ce qu'on appelle le modèle simultané et le modèle mutuel. Il y a les écoles mutuelles. Qu'est-ce que c'est que les écoles mutuelles ? Ce sont des écoles organisées avec plutôt des grands groupes que des classes, puisque c'est plutôt des groupes de 70 à 100 élèves, qui sont de niveaux et d'âges différents, organisés par petits groupes avec un système de monitorat où les plus anciens encadrent les plus jeunes, l'enseignant n'ayant qu'un rôle d'organisation de ces groupes de travail et de formation des moniteurs. À côté de ce modèle mutuel, qui vient pour une part d'Angleterre, mais pour une part aussi d'un certain nombre d'expériences de pédagogie protestante et catholique d'ailleurs, puisqu'il y a le protestantisme libéral, mais il y a aussi les écoles de Charles Démiard qui utilisent le modèle mutuel, il y a l'enseignement dit simultané, sur le modèle de celui qui va finir par l'emporter et qui va fournir la matrice à l'école de la République, qui est Jean-Baptiste de La Salle. Le modèle simultané, c'est le modèle de la classe où tous les élèves font la même chose en même temps, sous l'autorité d'un enseignant, par groupe de 30, en ayant supposément le même niveau, les mêmes acquis, et en ayant supposément le devoir d'accéder aux mêmes objectifs. Le modèle simultané est minoritaire en 1830. C'est le modèle mutuel qui est majoritaire. Et il y a une grande querelle politique à l'époque entre d'un côté les conservateurs qui défendent farouchement le modèle simultané au nom du principe
du contrôle des élèves par le maître, de l'imposition d'une discipline, de l'homogénéité du fonctionnement de la classe et de la construction d'écoles en 3 classes, et Jean-Baptiste de La Salle, mais Guizot le redira, il faut que chaque école ait au moins 3 classes, et il faut donc progressivement supprimer les classes uniques. Et il y a en face, on va dire, les protestants et les progressistes, qui défendent l'école mutuelle en disant qu'elle incarne un modèle scolaire qui permet de faire jouer l'interaction entre les enfants, qui permet également de responsabiliser les plus âgés et qui permet de créer une véritable société scolaire en miniature fondée sur la coopération. Guizot va trancher, après avoir hésité un peu d'ailleurs, parce que je trouve que le modèle mutuel est plus économique, qu'il y a un enseignant pour plus d'élèves, donc c'est plus économique. Mais il va trancher en fonction du modèle le plus coûteux, mais qui lui apparaît le modèle le plus sécurisant, et dont il dit que c'est le modèle qui va structurer l'école sur la base de la pyramide, dit-il. Pyramide qu'il va conforter, puisque Guizot simultanément crée les corps d'inspection, crée l'ancêtre du bulletin officiel de l'éducation nationale, et organise l'ensemble de tout le système qui va du sommet, le bureau du ministre rue de Grenelle, jusque dans la plus petite classe de la campagne française, un modèle descendant et ascendant, plutôt descendant d'ailleurs, dans lequel celui qui est en haut est supposé contrôler au fur et à mesure tout ce qui se passe au-dessous de lui. Guizot tranche, et à la fin du ministère Guizot, on peut considérer que le modèle mutuel est quasiment mort et que le modèle simultané est quasiment adopté, en tout cas qu'il va progressivement s'imposer dans toutes les écoles de France. Alors ça, c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Parce que peut-être avons-nous été là en face d'un acte fondateur qu'il conviendrait aujourd'hui de revisiter, et peut-être sommes-nous un peu victimes d'une sorte d'illusion historique qui nous ferait confondre l'école dans sa perspective même avec certaines modalités d'organisation historiquement justifiées, mais qui pourraient par exemple être à un certain moment obsolètes. Pourquoi sommes-nous devant cette crise ? Parce que ce que nous sommes un certain nombre à observer, c'est que cette école, composée pour l'essentiel de classes supposées homogènes, où l'on fait des cours à des élèves qui sont censés faire la même chose en même temps, presque tout le temps, eh bien, elle se désinstitutionnalise. On sent que cette solidité qu'elle avait et qu'elle a gardée longtemps est en train de s'éroder sous la poussée d'un certain nombre de phénomènes que je vais tenter d'identifier rapidement. Premier phénomène, c'est celui qui frappe toutes les grandes institutions de notre temps, que ce soit la justice, que ce soit la santé, le système hospitalier, tous les autres grands systèmes. C'est la montée de ce que les philosophes comme Marcel Gauchet appellent l'individualisme social. Qu'est-ce que c'est que l'individualisme social ? C'est simplement le fait que là où traditionnellement on faisait confiance aveuglément à des institutions, on cherche aujourd'hui à vérifier que l'institution sert bien votre propre intérêt et que vos enfants bénéficient bien des meilleures conditions de scolarisation. Moi, quand je suis entré à l'école primaire, mes parents m'ont assis sur ma chaise dans la classe, un peu comme moi je m'assois quand j'entre dans un avion. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas plus d'idée d'aller donner des conseils à l'enseignant que je n'en ai d'aller expliquer au pilote comment décoller et atterrir. Ferme la ceinture. Si mon instituteur avait dit à mes parents « Votre fils, il n'est pas très... il faut l'envoyer dans un truc spécialisé où il faut... » Mes parents n'auraient pas discuté. Ils n'auraient pas discuté. L'institution faisait la loi. Elle faisait la loi parce qu'elle incarnait une sorte de vérité, et tout le travail de Jules Ferry et de ceux qui lui ont succédé a d'ailleurs été de donner cette force à cette institution. Elle a incarné cette vérité tant qu'elle a été capable de proposer une promotion sociale à un certain nombre de gens, et tant qu'elle a été capable de contenir cet individualisme social. Dès lors que de tous côtés, chacun est légitimement veut y voir de plus près et veut se demander
cherche à se demander si son fils ou sa fille est bien traité, maltraité, si ses notes sont justes, si ses punitions sont légitimes, etc., etc. On commence à voir un peu l'institution dans son aspect granitique, monolithique tel que nous l'avions jusqu'à présent, commencer à prendre un peu l'eau. Et effectivement, c'est la montée pointée par les sociologues dès les années 80, il y a donc déjà du temps, 40 ans, de ce que mon collègue Robert Ballion avait nommé, dans une étude parue en 81, le consumérisme scolaire. Les parents se mettent à se comporter en consommateurs d'école. Consommateurs d'école, c'est-à-dire à chercher le meilleur rapport qualité-prix, comme les enfants cherchent le prof qui donne les meilleures notes en donnant le moins de devoirs. C'est-à-dire qu'au fond, cette institution, on l'arpente, non pas tellement parce qu'elle nous apporte de collectif, mais parce qu'elle sert nos stratégies individuelles. Il y a là quelque chose qui est un phénomène dont je ne peux pas dire qu'il soit en soi condamnable, puisque chacun d'entre nous sommes pris dans ce phénomène-là, et que même les républicains les plus ardents, qui sont les défenseurs les plus intransigeants de l'école publique, si leur fils, leur petit-fils ou leur petite-fille se fait un peu malmener, n'hésitent pas longtemps à envisager de le mettre dans une école privée ou à chercher un moyen de tourner la carte scolaire. Bon. Parce que bien évidemment, les principes dans ce cas-là sont essentiellement pour les enfants des autres, pour les siens, on a toujours de bonnes excuses afin d'y déroger. Hein. Donc, nous sommes là devant une réalité qui commence à faire question et qui fait que dans une étude qui n'est pas encore parue, que je viens de préfacer, mais qui paraîtra très prochainement de mon collègue Georges Fotinos, sur les relations entre les parents et les enseignants dans l'école primaire, eh bien on voit sur 20 ans émerger des tensions, des conflits, voire des agressions qui n'existaient pas. Les parents ayant chacun ce désir que par ailleurs on ne peut pas leur en vouloir d'avoir, que leur enfant réussisse bien, et si ça ne marche pas, tournant cela, quand ils sont fortunés et cultivés en utilisation souple de la carte, des options, etc., ou d'une adresse de complaisance, et quand ils n'ont pas toute cette culture, en agression parfois directe et parfois même, dans certains cas extrêmes, violente, contre l'institution et un certain nombre de personnes. Il y a donc une érosion de l'institution. J'ajouterai un autre phénomène, plus récent, me semble-t-il, mais extrêmement important pour comprendre la crise de l'institution scolaire, c'est le phénomène d'érosion de l'attention. Alors ça va vous apparaître un peu cocasse que je dise ça. Dans un numéro récent, numéro de janvier de la revue Esprit, dans lequel j'ai écrit avec un certain nombre de collègues une étude, nous essayons de montrer qu'un des phénomènes sociologiques majeurs de notre société actuelle, c'est la montée de l'inattention généralisée. Alors l'inattention, on la mesure, on la voit, on a des tests pour d'ailleurs vérifier qu'elle est bien là. Moi-même, j'ai utilisé des tests faits dans les années 30-40 par Édouard Claparède avec des enfants de 7 à 10 ans. Ce sont des puzzles très simples ou des jeux type jeux de domino, etc. Et là où un enfant, quand Claparède lui faisait faire ses puzzles, était capable de travailler sur le même objet pendant 15 minutes, on obtient aujourd'hui une attention maximale de 4 à 5 minutes. Donc le temps d'attention a été de fait divisé par 3. Cette inattention, on ne peut pas en repérer une cause particulière. Elle est probablement liée au mode de vie, elle est liée au phénomène du zapping, de la télécommande, au raccourcissement des séquences sur tous les écrans qui nous entourent, à la précipitation dans laquelle nous vivons et dans laquelle nous entraînons nos enfants, et à cette espèce de surenchère des médias pour capter la surattention au détriment de l'attention. C'est le phénomène bien connu de la fascination. Quand il n'y a plus fascination, il y a inattention, il y a étourderie, il y a dispersion. Il y a quelques années, déjà quelques années,
Mais j'avais observé ce phénomène et j'avais commencé à y travailler parce qu'après que j'ai eu dirigé pendant 5 ans l'IUFM de l'Académie de Lyon, l'Institut universitaire de formation des maîtres, j'avais demandé à reprendre une classe de CM2 dans une ZEP des pentes de la Croix-Rousse. Et j'avais enseigné en CM2 quand j'étais beaucoup plus jeune. On m'avait dit, tu verras, le niveau des élèves de CM2 a beaucoup baissé. Je ne suis pas sûr d'avoir observé que le niveau avait beaucoup baissé. J'ai observé que nos élèves savaient des choses, ces élèves de CM2 savaient des choses que les élèves d'il y a 20 ans en CM2 ne savaient pas, et qu'ils ne savaient pas des choses que les élèves de CM2 de 20 ans savaient. Bon. Donc il y a plutôt une différence de connaissances qu'une véritable baisse de niveau, sauf un orthographe. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais ce que j'ai surtout observé, c'est la montée de comportements qui ne sont pas à proprement parler des comportements agressifs, qui sont des comportements de dispersion permanente. C'est-à-dire qu'au fond, une classe est une espèce de cocotte-minute dans laquelle chacun s'agite et qu'il faut à chaque instant recadrer, recaler. Alors, certains de mes collègues développent ce que j'ai appelé dans certains écrits la pédagogie du garçon de café, c'est-à-dire qu'ils courent d'une table à l'autre, pour dire attention, qu'est-ce que tu fais toi, est-ce que tu as bien compris la leçon, est-ce que tu fais bien ce qu'on te demande, bon, ils sont là. D'autres s'épuisent parce qu'ils donnent une consigne, mais avant qu'ils aient fini de dire la première phrase de la consigne, il y a déjà la moitié de la classe qui a levé la main pour demander qu'on lui répète, que chacun, on lui répète à lui personnellement la consigne qu'on n'a pas eu le temps de donner à tout le monde. Et alors on est pris dans une espèce de truc, et on a comme ça des classes où la focalisation, la construction de l'attention, le développement de la pensée dans la durée est rendu extrêmement difficile. Et je le dis en toute simplicité, beaucoup d'enseignants vivent mal cela, parce que ce n'est pas une crise violente, c'est une sorte d'effondrement de l'intérieur de ce qui rend possible la transmission. C'est pas une agression contre la transmission. C'est pas l'élève qui dit j'en veux pas. Il y a des élèves qui disent j'en veux pas, bien sûr. Mais c'est une espèce d'impossibilité de recevoir par une espèce d'inattention permanente. Et je cite souvent cette phrase du philosophe Gabriel Madinier qui définit l'intelligence et la pensée comme l'inversion de la dispersion. Et je dis souvent également que cette inversion de la dispersion est de plus en plus difficile aujourd'hui dans une institution scolaire où les enfants arrivent fatigués. N'oublions pas qu'un enfant de CM2 6e a perdu 1h30 de sommeil par jour en 30 ans. Fatigués, où les enfants arrivent en ayant passé beaucoup de temps devant des écrans en état de sidération, c'est-à-dire dans un état de surattention, fascination, que s'ils n'ont pas cet état de sidération en classe, ils tombent dans un état d'inattention, voire de léthargie, et que quand on est en léthargie, on ne peut se réveiller qu'en se dopant avec sa propre adrénaline, c'est-à-dire en s'excitant, d'où ce que beaucoup d'enseignants, s'il y en a dans la salle, peuvent observer, c'est-à-dire l'alternance de léthargie et de surexcitation, d'endormissement et de comportements incontrôlés que l'on a du mal à contrôler, effectivement, que l'on a du mal à endiguer, d'où ces comportements d'enseignants un peu démunis qui passent leur temps à dire chut, 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 chut. On entend cette espèce de locomotive du chut en permanence, et bien évidemment qui ne se rendent pas compte, mais je ne leur en veux pas, qu'à force de dire chut en permanence à leurs élèves, sans attendre qu'ils se taisent, et tout en continuant à parler après avoir dit chut, sans attendre d'avoir le silence, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis, puisque les élèves savent que le prof continue à dire chut, mais qu'il ne s'arrête jamais de faire cours. Alors, nous sommes là devant un certain nombre de phénomènes, je caricature, puisqu'on est forcément... mais qui sont des phénomènes réels, qui, je crois, sont des phénomènes importants et qui se coagulent entre eux pour, effectivement, réinterroger le fonctionnement de notre institution scolaire et qui rend difficile le métier. Parce que c'est difficile d'être enseignant dans une institution où on se sent l'objet de la suspicion de parents qui, en permanence, vous laisse entendre que vous faites mal votre métier. Parce que c'est difficile d'être enseignant dans une institution
où il faut en permanence légitimer qu'on demande du silence pour que les gens vous écoutent et qu'il faut prendre du temps pour penser et pas être dans le zapping permanent de la télévision. Et on voit des enseignants, donc, non, craquer pour quelques-uns, fort heureusement pas beaucoup, mais soit se décourager, soit baisser les bras, soit se résigner à faire de la présence dans des institutions sans espérer finalement grand-chose de ce qui se passe là dans l'espace de la classe. Alors ça, c'est probablement le symptôme le plus grave de la crise. C'est quand les enseignants baissent les bras. Alors, évidemment, pas ceux qui sont ici, parce que ceux qui sont ici, ils sont ici, mais quand des enseignants baissent les bras. Deuxième série de remarques, je vais être plus rapide parce que je m'aperçois que l'heure tourne. Cette crise de l'école, je pense qu'on ne peut pas la comprendre vraiment si on ne la contextualise pas dans une crise plus globale, que j'appellerais effectivement là la crise de l'éducation. Cette crise de l'éducation, on l'a fait remonter en général aux années 50 parce que on s'appuie sur un célèbre texte d'Hannah Arendt qui s'appelle précisément La crise de l'éducation et qui décrit cette difficulté qu'a une génération pour assumer son rôle de transmission à la génération qui vient. Je ne suis pas complètement convaincu par les analyses d'Hannah Arendt, quoique elles sont extrêmement stimulantes intellectuellement. En revanche, je pense qu'il y a des phénomènes extrêmement importants et moins vus qui sont beaucoup plus structurants de cette crise. Et le phénomène majeur qui me paraît structurant de la crise de l'éducation, c'est la natalité désirée. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, les enfants dans nos sociétés qui naissent sont des enfants désirés. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis que c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Et bien évidemment, ne faites pas de moi quelqu'un qui serait contre cela. Je dis simplement que ça change le statut anthropologique de l'enfant et que nous n'avons pas pris la mesure du changement de ce statut. L'enfant désiré, c'est l'enfant du désir. Quand on désire l'enfant et que l'enfant naît, il fait votre plaisir et votre bonheur. C'est donc l'enfant qui vient remplir le vide de votre désir. Ce n'est pas l'enfant qui vous vient, c'est l'enfant que vous avez voulu, que vous avez désiré, et qui vient en quelque sorte combler le vide que représente votre désir. Et dès lors qu'il est là, vous voulez évidemment lui faire plaisir, puisque c'est un enfant du désir. Et vous voulez évidemment que cet enfant soit le plus heureux possible. D'où une sorte de mobilisation des adultes autour de comment satisfaire l'enfant. Mais vous l'avez vu, cette mobilisation. Vous en avez tous été témoins, souvenez-vous, je ne sais pas, c'est la semaine dernière, il y avait l'anniversaire de la petite Sarah, vous savez alors c'était chez ses parents? Non, c'était chez sa tante. Et alors là, il y avait la petite Sarah au milieu, puis il y avait autour les parents, puis il y avait les grands-parents, il y avait les oncles et tantes, il y avait quelques voisins, tout le monde a son appareil photo numérique et son cadeau. Et puis la petite Sarah, elle est au milieu, là. Et puis tout le monde est là à essayer d'attraper l'attention de la petite Sarah. Et moi, regarde-moi, souris-moi que je te prenne en photo. Puis t'as vu, j'ai un cadeau. Et tout le monde est là à regarder. Est-ce que c'est la belle-mère qu'elle va aller voir en priorité ou est-ce que c'est la maman? Hein? La petite Sarah, elle a parfaitement compris qu'elle a le pouvoir. Qu'il lui suffit de faire un sourire à la belle-mère et pas à la maman. Pour voir la maman tirer la gueule. Et que ses parents se disputent le soir. Mais ma famille vaut bien la tienne. Hein? Elle a compris qu'elle avait le pouvoir. Elle a compris qu'elle distribuait les bons points entre les adultes. Qu'elle distribue les bons points. Et que nous nous laissons faire. Nous laissons nos enfants nous distribuer les bons points. C'est-à-dire nous dire qui sont les bons adultes. Et nous sommes prêts pour ça à nous saigner aux 4 veines. C'est-à-dire à leur faire absolument, satisfaire absolument tous leurs désirs et tous leurs caprices. À leur acheter la dernière console à la mode, la dernière marque de chaussures, ou le dernier iPad, ou le dernier ceci, ou le dernier cela. Parce que quand même, on veut être celui qui est le plus aimé. Hein? Et l'enfant, il le sait bien qu'on veut être celui qui est aimé, qu'on a besoin de cet amour-là. Si je me permets d'insister, c'est pas pour dire ni que je suis pas dans ce cas-là, ni que c'est une mauvaise chose,
c'est parce que ça change la réalité sociologique du rapport enfant-adulte, que ça place l'enfant dans une situation de pouvoir. Et dès lors que cela est relayé par ce qu'on pourrait appeler la machinerie publicitaire et commerciale de la surexcitation de l'enfant consommateur, cela prend des proportions absolument fabuleuses, qui met l'enfant en position d'exiger et de vouloir pour consommer tout de suite tout ce qui est à sa disposition. Et effectivement, il y a là le développement de ce que mon collègue Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel. Bernard Stiegler explique que le capitalisme a eu 3 âges. Le capitalisme industriel, c'était Zola. Le capitalisme financier, malheureusement, il est presque mort, mais il bouge encore, il fait des dégâts. Et le capitalisme pulsionnel, c'est celui qui vous dit « Achetez, mesdames et messieurs, achetez. L'achat, c'est la vie. Achetez, consommez, consommez, de plus en plus vite, de mieux en mieux, consommez, consommez. C'est par l'être, c'est par l'avoir que vous aurez de l'être. C'est ce que vous possédez qui vous donne votre être. » Alors sur le plan clinique, et sans vouloir aller trop loin, cette machinerie médiatico-publicitaire commerciale du capitalisme pulsionnel qui a pour matrice la pulsion d'achat, susurre en permanence à l'oreille de nos enfants « Fais ton caprice, tes parents vont céder. Et s'ils ne cèdent pas, tes grands-parents vont céder. Et s'ils ne cèdent pas, tes cousins, tes oncles, tes tantes vont céder. Et puis de toute façon, vas-y, il faut que tu consommes. » Et là où là où nous avons comme devoir de permettre à l'enfant de sortir de l'infantile, le caprice c'est l'infantile, la machinerie commerciale tout entière procède à une vaste entreprise de rétention dans l'infantile. C'est-à-dire dans le « je veux tout de suite, consommer maintenant, sans effort, peu importe les conséquences. Peu importe les conséquences, je veux. » Ça, c'est pas l'enfance, c'est l'infantile. Quand je dis c'est l'infantile, ça veut dire qu'il y a évidemment des adultes qui peuvent être infantiles à ce titre-là. Hein. Alors, face à cela, comment réagit-on ? 2 points rapides. On réagit par la normalisation quand il faudrait de la normativité, par l'individualisation quand il faudrait de l'individuation. Alors, je vais expliquer. On réagit par la normalisation, c'est-à-dire qu'on réagit en disant, au fond, faut être sévère. La normalisation, c'est pas la découverte par l'enfant qu'il y a des limites à sa toute-puissance, c'est l'affirmation par l'adulte que cette toute-puissance est mauvaise. Et ça, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci parce que l'enfant ne parvient pas toujours à découvrir les choses. Pourquoi ? Je vais dire des choses d'une extrême banalité, ne m'en veuillez pas, mais pourquoi il est important qu'un enfant fasse du jardinage ? C'est pour qu'il comprenne que c'est pas en criant sur les tomates qu'on les fait pousser. Bon, c'est quelque chose d'important quand même. Bon. Il faut qu'il le comprenne, ça. Ça, c'est de la normativité, c'est-à-dire c'est la découverte par l'enfant lui-même des lois et des règles qui s'imposent à lui, non pas pour le brimer, mais pour lui permettre de s'épanouir, pour lui permettre de rentrer dans un monde dont il doit respecter les lois pour pouvoir en bénéficier. Quand il faudrait mettre l'enfant en activité pour qu'il découvre au contact du monde la résistance de ce monde, les lois de ce monde et la manière dont il peut y travailler, on lui dit c'est comme ça, point barre, tais-toi, il n'y a pas de... Là où il nous faudrait permettre à l'enfant de découvrir la véritable autorité, on répond le plus souvent par l'autoritarisme. La véritable autorité, c'est celle de la tomate. Quand vous cultivez des tomates, il y a une autorité. Hein. L'autorité, c'est qu'il faut de la bonne terre et bien s'en occuper pour qu'elle pousse. C'est ça l'autorité. Ou des OGM. Hein. Ou des OGM éventuellement. Mais là, on n'est pas dans l'autorité, on est dans la normalisation cancérigène. 3 petites minutes. Oui, alors j'arrive pratiquement à la fin. Non, à la fin de la première partie. On réagit, je le disais, et ça me paraît très important aussi, par l'individualisation quand il nous faudrait réagir plutôt par l'individuation. Qu'est-ce que c'est que l'individualisation ? Au fond, l'individualisation, ça consiste à centrer toute l'éducation sur l'attention exclusive aux besoins de l'individu. C'est-à-dire chacun doit avoir sa part.
et doit être traité en tant qu'individu avec sa singularité particulière. Ce que nous appelons, nous, l'individuation, ça n'est pas cela. C'est pas chacun doit avoir sa part, c'est chacun doit prendre sa part, ce qui n'a rien à voir. L'individuation, c'est chacun doit prendre sa part du collectif pour se construire. L'individualisation, qui fait le lit de l'individualisme, c'est tu as droit à prendre ta part, et tant que tu n'as pas pris ta part, eh ben, tu peux la revendiquer. L'individuation, c'est je ne vais pas récupérer ma part, je vais prendre part. Et parce que je vais prendre part, c'est dans mon action à l'égard du monde, dans mon travail à l'égard du monde, que je vais réussir dans un collectif à me forger une identité par ce que je fais, ce que j'apprends à faire et ce que j'apporte aux autres, qui m'apporte aussi à moi. C'est là aussi où on va découvrir la véritable autorité. Vous savez, un gamin de 3 ans peut avoir l'autorité dans une classe maternelle s'il est responsable du bocal à poisson. Moi, en tant que responsable du bocal à poisson, j'interdis qu'on jette des miettes tout le temps dedans. L'autorité, dans une démocratie, c'est toujours en tant que. C'est dans les tyrannies et dans les totalitarismes que les gens ont une autorité intrinsèque. C'est l'autorité surtout qui rend compte de rien. Non, la véritable autorité, c'est en tant que je suis responsable du bocal à poisson, j'ai le droit d'interdire qu'on mette n'importe quoi dans le bocal à poisson. Mais c'est pas parce que c'est mon caprice, c'est parce que j'ai la responsabilité du bocal à poisson. L'autorité, c'est le corollaire de la responsabilité. C'est cela que l'enfant doit découvrir. Et il ne peut le découvrir que dans du collectif. Que quand on construit du collectif. Et construire du collectif où chacun va trouver une place. Vous savez, vous l'avez observé dans les fratries et dans les classes, c'est toujours pareil, il y a toujours des emmerdeurs. Les emmerdeurs, c'est ceux qui veulent prendre toute la place. Et ceux qui veulent prendre toute la place, c'est facile à comprendre. Vous creusez un peu, c'est qu'ils n'ont pas de place. Quand vous n'avez pas de place, vous voulez prendre toute la place. Quand vous avez une place, que vous avez une responsabilité quelque part, que vous avez compris l'utilisation que vous pouvez faire de cette responsabilité, que vous avez acquis la certitude que vous êtes utile aux autres, et non pas que vous devez prendre votre part, mais que vous devez prendre part, ce qui n'a rien à voir, alors vous rentrez dans ce que j'appelle l'individuation, c'est-à-dire que vous luttez réellement pour un collectif structurant et solidaire. Alors à partir de là, 3 principes éducatifs que je ne vais faire qu'énoncer compte tenu du temps qui me reste. 3 principes éducatifs qui me paraissent d'une grande simplicité et qui pourraient nous guider pour faire face à ce que j'ai décrit comme étant une crise de l'éducation. Le premier principe, c'est le sursis, sursoir, laisser le temps à la pensée. Contre l'immédiateté du tout de suite, je veux maintenant, c'est on y réfléchit, on prend le temps, et grâce à ça, on va peut-être trouver des solutions. Le sursis, ça paraît rien. C'est le moment, c'est l'intelligence qui naît là. Nous avons tous des pulsions, vous avez des pulsions, j'ai des pulsions, on a le droit d'avoir des pulsions. J'ai des pulsions de meurtre. Vous avez des pulsions de meurtre. Les psychanalystes nous disent d'ailleurs, si nous n'avons pas de pulsions de meurtre, c'est que nous sommes malades. Enfin, il ne faut pas vous inquiéter trop quand même. Et pour dire, c'est interdit ni par la loi ni par la morale d'avoir des pulsions de meurtre. En revanche, c'est interdit de tuer quelqu'un. Ce qui veut dire, alors là je suis vraiment basique, qu'entre la pulsion de meurtre et le meurtre, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Alors vous appelez ça comme vous voulez, selon votre origine et votre famille de pensée, l'âme, la raison, la conscience, tout ce que vous voulez. Moi ça me fait rien comment vous l'appelez. On va dire il faut une boîte noire. Entre la pulsion et l'acte, il faut la penser. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à surseoir à la pulsion pour réfléchir aux conséquences de ce qu'on fait. Alors ça paraît d'une banalité, d'une évidence absolue. J'ai honte de dire des choses pareilles. Mais c'est des choses fondamentales en matière éducative. Parce que, face au gamin qui exige quelque chose, je veux, qui fait son caprice, on a 2 solutions, en général. C'est soit, oui, je cède, pour avoir la paix, soit non, il n'en est pas question, et tu n'auras pas satisfaction. Aucune des 2 solutions n'est pédagogiquement satisfaisante. La solution pédagogiquement satisfaisante, mais mon petit gars, on va prendre le temps d'y réfléchir. Pas tout de suite, pas aujourd'hui, tu vois. Dans une semaine, et éventuellement ta demande, tu me la reformules par écrit. Hein? Pour qu'on puisse en discuter à partir d'un document.